l'immédiat. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses autour de l'hôtellerie, notamment le PDG d'Accor a annoncé qu'il fermait les 2/3 de ses hôtels partout dans le monde. Je crois que là, c'est le moment, comme dirait Stéphane Juin, mon ami, de poser le jeu, mettre le pied sur le ballon et se dire concrètement, Marine, est-ce que les loyers sont concernés aujourd'hui par les mesures gouvernementales qui ont été annoncées? Ça serait ma première question. Et ma deuxième question juste derrière, c'est quelles sont les pistes juridiques pour à la fois les bailleurs concernés, mais aussi les gestionnaires qui aujourd'hui sont pour beaucoup d'entre eux à l'arrêt. Oui, alors il y a beaucoup d'interrogations sur l'arsenal juridique qui a été mis en place en réponse à l'état d'urgence sanitaire. On a eu d'ailleurs plusieurs annonces en effet entonnoir, puisque au début on a Bruno Le Maire qui a fait état d'un cas de force majeure en disant l'épidémie Covid-19 et les mesures qui vont être mises en place peuvent constituer un cas de force majeure pour les entreprises, mais il parlait là de marché public, donc c'est vrai que on avait entendu, ou en tout cas les intervenants des marchés économiques avaient entendu le cas de force majeure qui effectivement était une première piste pour eux, pour permettre d'aménager les obligations en cours de contrat. Ensuite, on a eu l'allocution de notre président de la République du 16 mars, qui n'a pas repris le terme de force majeure, qui pour Bruno Le Maire était sur les marchés publics, mais qui a parlé de suspension des loyers pour le bénéfice des petites entreprises, mais sans en dire plus, sans rentrer dans le détail de ce qu'est une petite entreprise et comment bénéficier de cette suspension, puisque c'était une annonce qui devait ensuite donner lieu à la mise en place d'un cadre juridique. On a eu ensuite la loi du 23 mars 2020, qui est la loi d'urgence pour faire face au Covid-19, où là, il y a eu des précisions. Le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures et concernant les loyers, des mesures permettant le report intégral ou l'étalement du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels et commerciaux. Donc là, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sachant que du coup, là où on avait parlé avant de suspension, les termes ne sont pas repris. On parle d'étalement ou de report, ce qui n'est pas une suspension. Et le bénéfice, à ce moment-là, commence à poindre son nez vers et à s'orienter vers ce qu'on appelle les micro-entreprises. Donc, les micro-entreprises, telles qu'elles sont définies par le décret de 2008, auquel il était fait référence, ce sont les entreprises, les PME, qui font un CA annuel de moins de 2 millions d'euros et qui salarient moins de 10 personnes. On a eu ensuite les mesures de l'ordonnance qui devaient être précisées par décret, et on a cette ordonnance du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers qui est venue préciser les bénéficiaires et qui est venue préciser les mesures de protection. Les bénéficiaires, contrairement à ce qui a été dit dans la loi du 23 mars, les bénéficiaires n'étaient plus les micro-entreprises, mais les bénéficiaires étaient les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité parallèlement mis en place par l'État. On ne parle pas des prêts de garantie, on ne parle pas des prêts BPI, on parle du fonds de solidarité qui est mis en place parallèlement. On parle des 1 500 € d'aide que peuvent aller chercher les petites entreprises. Donc, le lien entre les mesures d'aménagement concernant les loyers afférents aux locaux professionnels ou commerciaux et les bénéficiaires de ces mesures se resserre. Donc, au début, on était sur les petites entreprises, on est passé sur les micro-entreprises, et là, on est aujourd'hui sur une mesure qui s'est encore plus resserrée. Sur les nanos, mais non. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une série de décrets qui sont parus le 30, le 31 mars et le 2 avril dernier, et qui cette série de décrets vient resserrer davantage encore le prisme du bénéfice de ces mesures. Et ces mesures, quelles sont-elles ? Encore une fois, je le rappelle, on n'est pas sur une suspension, on est encore moins sur une annulation des loyers, on est sur une neutralisation des sanctions financières. Mais ça, je vais y revenir. Le bénéfice des dispositions et du cadre législatif qui a été mis en place dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire bénéficie aujourd'hui. Alors, il y a une liste de 8 critères, mais concrètement, on est sur des personnes physiques ou morales de droit privé résidentes fiscales françaises au sens de la loi fiscale et qui exercent une activité économique dont l'effectif est de moins ou égal à 10 salariés,
un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice imposable intégrant le cas échéant les rémunérations des dirigeants qui n'excède pas sur le total du dernier bilan clos 60 000 euros. Pour le coup, ces entreprises doivent avoir fait l'objet entre le 1er et le 30 mars 2020 d'une interdiction totale d'accueil du public, où elles doivent justifier sur cette même période, donc du 1er au 30 mars 2020, avoir subi une perte de chiffre d'affaires en lien avec la crise sanitaire, évidemment, de 70% initialement, ramené aujourd'hui à 50%. Donc on le voit, le prisme du bénéfice de ces mesures se réduit comme une peau de chagrin à chaque fois qu'on a un nouveau texte qui vient en préciser la portée. Donc les bénéficiaires aujourd'hui, si on doit s'en rapporter au sujet qui nous intéresse et aux sociétés d'exploitation qui font en général partie de groupes plus importants que la seule société d'exploitation créée ad hoc par résidence, je pense que la plupart d'entre elles ne rentreront pas dans le cadre du bénéfice des bénéficiaires de ces mesures. Pour l'exercice, je rappelle quelles sont ces mesures. Les mesures visent les loyers et les charges locatives dont l'échéance de paiement arrive entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020. Donc là, pour les bénéficiaires des entreprises, il faut reprendre son bail et regarder comment sont prévues les modalités de paiement des loyers, si on est à terme échu ou si on est à terme à échoir, et en fonction de cela, voir ce qui rentre dans le prisme du bénéfice de ces mesures. Et les mesures, quelles sont-elles? Encore une fois, je le rappelle, ça n'est pas ni une annulation, ni une suspension, ni un report, c'est une neutralisation des sanctions financières en cas de défaut de paiement du loyer et des charges. Donc, le cadre mis en place est totalement différent de ce qui avait été annoncé au début et on n'est pas du tout aujourd'hui avec le bénéfice du cadre législatif qui a été mis en place en vertu de la loi d'urgence. On n'a pas de dispositif qui permette aux entreprises d'imposer une suspension ou un report des loyers à l'égard de leurs bailleurs, que ça soit, quelle que soit la qualité de leurs bailleurs. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que quand bien même on rentre dans le cadre du bénéfice des mesures mises en place par l'état d'urgence, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ces mesures ne permettent pas de suspendre le paiement des loyers et encore moins de les annuler. D'accord, donc ils ont d'autres pistes juridiques qui s'offrent à eux, les bailleurs et les gestionnaires aujourd'hui ou pas? Alors, ils ont d'autres pistes qui sont des pistes de droit commun, qui sont issues du droit des obligations classiques, en tout cas des pistes de réflexion. Après, évidemment, je vais vous faire une réponse d'avocate, c'est une analyse au cas par cas et en fonction de la situation de chacun, mais il est évident que le droit commun, le droit des obligations nous offre des pistes de réflexion et heureusement. Alors, en revanche, tout de suite, mon alerte, c'est de dire, pour les entreprises qui rentrent dans le cadre spécifique des mesures mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, on a un droit spécifique qui va déroger au droit commun. Donc, pour les bénéficiaires des mesures que je viens de rappeler en amont, je ne suis pas persuadée qu'elles puissent aller chercher autre chose que ce qui vient d'être prévu par le législateur, puisque l'exception déroge à la règle, et c'est ça qui va primer pour les entreprises bénéficiaires des mesures mises en place par le gouvernement. Donc, pour toutes les autres entreprises qui ne bénéficient pas de ces mesures, il y a effectivement un arsenal juridique de droit commun. Et alors, dans cet arsenal juridique, on en entend beaucoup parler, donc je ne vais pas avoir des effets d'annonce extraordinaires. On a la force majeure, l'imprévision, mais on a aussi l'exception d'inexécution qui peut être également intéressante. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ces trois cas. L'exception d'inexécution, elle est aujourd'hui codifiée à l'article 1219 du Code civil. Elle existe depuis bien longtemps et elle permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas elle-même l'obligation dont elle est débitrice au terme du contrat. Donc là, on est en présence d'un bail commercial ou d'un bail. On a le bailleur qui doit remplir son obligation de délivrance et d'assurer une jouissance paisible de son locataire, et son locataire qui doit payer son loyer. Voilà, donc ça, ce sont les deux obligations principales et respectives des parties à un bail commercial. Est-ce que le locataire pourrait dire « je ne suis plus en mesure de bénéficier de disposer de mon local commercial, donc je ne paye pas mon loyer ». Ça pourrait être une piste de réflexion. Alors certains réfléchissent et disent
oui, mais si cette mise à disposition n'est plus possible, ça n'est pas du fait du bailleur, donc le bailleur n'en est pas fautif. C'est en raison de la crise sanitaire que nous rencontrons et de la fermeture, de l'interdiction de recevoir du public qui a été mise en place par le gouvernement, que le local ne peut plus être exploité. Donc, ce n'est pas une faute imputable au bailleur. Mais il y a eu des cas en jurisprudence dans lesquels l'exception d'inexécution a été admise, quand bien même l'inexécution de son obligation, en l'occurrence par le bailleur, n'est pas liée à une faute de sa part, mais résulte d'un cas de force majeure. Donc, on pourrait imaginer que l'exception d'inexécution pourrait être envisagée au bénéfice des locataires. Donc ça, c'est une première piste de réflexion qui nous paraît effectivement envisageable. La deuxième piste de réflexion, c'est la force majeure. Alors, la force majeure, je rappelle, elle est codifiée aujourd'hui à l'article 1218 du Code civil. Elle a été aménagée, enfin réaménagée et modifiée par la réforme du droit des obligations. Donc, on aura un avant-après 1er octobre 2016, c'est l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, mais globalement, les anciennes solutions qui ont été mises en place par la jurisprudence perdurent et ont été reprises dans le texte de la loi. Donc, ce que je vais expliquer va s'appliquer aux contrats conclus avant ou après le 1er octobre 2016. Je fais cet aparté parce que pour l'imprévision, ça sera différent. Donc, la force majeure, je rappelle que la force majeure, donc codifiée à l'article 1218, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu à la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc, il faut un événement échappant au contrôle des parties. Évidemment, une épidémie, ça remplit ce critère, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Donc là, évidemment, en fonction de la date à laquelle le contrat de bail a été conclu, la question va se poser. Mais pour les contrats qui ont été conclus, on va dire antérieurement au 1er janvier 2020, a priori, on est en dehors du prisme de la prévisibilité de l'épidémie et de ses effets éventuels sur le contrat pour les parties. Événements dont les conséquences ne peuvent être évitées par des mesures appropriées et qui empêchent totalement le débiteur d'exécuter son obligation. Donc là, on est sur le critère d'irrésistibilité. Donc, est-ce que moi, locataire, je subis une fermeture définitive et totale de mon établissement, je ne peux pas mettre en place des mesures permettant de contourner cette interdiction. Donc, je ne peux pas, par exemple, pour un restaurateur, faire du télétravail ou autre. Je ne peux pas essayer d'exécuter mon obligation par un autre moyen. La question de l'irrésistibilité va se poser pour des établissements qui ne sont pas totalement fermés, qui peuvent continuer à accueillir, comme les résidences étudiantes par exemple, qui, sauf erreur de ma part, ne sont pas dans le prisme de la fermeture définitive, interdiction, en tout cas temporaire, mais subies du fait de la crise sanitaire actuelle, mais qui, de fait, perdent une large partie de leur chiffre parce que les étudiants quittent prématurément les résidences. Donc là, la question... résidence senior aussi alors. Exactement, ça peut aussi se poser la question pour les résidences seniors. Là, on va se poser la question de l'irrésistibilité. Est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut aller démarcher de nouvelles personnes pour faire venir, puisque l'exploitation peut perdurer, mais elle est notablement affectée. Donc, le critère de l'irrésistibilité dans la force majeure c'est ce que je vous disais en amont, c'est pas satisfaisant pour les personnes qui nous écoutent parce que c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a une appréciation qui va être faite au cas par cas. Et surtout, en fait, on va aussi chercher à savoir si, du fait de la crise sanitaire, le locataire est dans l'impossibilité totale d'exécuter son obligation. Donc, est-ce que les effets de la crise sanitaire sur son activité l'empêchent totalement de payer le loyer? Parce que l'impossibilité doit être totale. Et là, pour le coup, ça va, encore une fois, être au cas par cas et être une question de preuve pour les locataires de pouvoir justifier de l'absence totale de revenus en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Donc, la force majeure, oui, mais voilà, avec toutes les mesures, les limites que je viens d'exposer. Concernant l'imprévision, c'est une solution qui va plus charmer effectivement les locataires ou les bailleurs parce que ça va forcer à une renégociation du contrat.
L'imprévision, elle est codifiée à l'article 1195 du Code civil, qui nous précise que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, cette partie peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue cependant à exécuter ses obligations durant la renégociation. Donc là, tout de suite, vous voyez poindre la limite de l'imprévision par rapport à la force majeure. Alors, cette première limite concernant l'imprévision, c'est que c'est un mécanisme qui a été introduit dans le droit privé français par l'ordonnance de réforme du droit des obligations qui est rentrée en vigueur le 1er octobre 2016, ce qui veut donc dire que pour tous les contrats antérieurs au 1er octobre 2016, déjà, ils sortent du cadre. Voilà, ils ne sont pas concernés. Deuxième point, c'est que les règles de l'imprévision ne sont pas des règles d'ordre public. Et la plupart des parties au contrat, et notamment la plupart des bailleurs, s'ils sont assistés par avocat, notamment lors de la négociation du bail, prévoient des clauses qui dérogent à ces dispositions ou prévoient tout simplement d'écarter purement et simplement l'application de l'imprévision. Donc là, il faut, avant d'exploiter la piste de l'imprévision, il faut vérifier dans le contrat, évidemment, si le contrat est soumis à l'imprévision, et 2, s'il n'y a pas eu des aménagements contractuels de l'imprévision dans le cadre relationnel locataire-bailleur. Et si on coche les 2 cases, c'est-à-dire que si on peut bénéficier de l'imprévision et qu'elle n'a pas été aménagée ou écartée contractuellement, dans ces cas-là, il faut avoir en tête que l'imprévision va permettre aux parties d'aller renégocier les termes du contrat, c'est-à-dire de rendre l'exécution de l'obligation du locataire moins onéreuse, donc concrètement négocier le prix du loyer, soit effectivement sa suspension, soit son annulation, soit sa diminution en fonction de l'impact qu'aura eu la crise sanitaire sur l'activité du locataire. Mais le principe est que dès lors que le locataire n'est pas totalement empêché de payer son loyer, il doit poursuivre le paiement du dit loyer et des charges locatives pendant le temps de la renégociation. Donc, on a là quand même une limite parce qu'aujourd'hui, ce dont ont besoin les locataires dans le cadre de l'immobilier géré, c'est de mesures rapides et mises en place rapidement. C'est pas une renégociation à l'issue de l'été prochain. C'est maintenant que les difficultés se posent. Ils n'ont pas le temps. Les décisions doivent être prises. Donc aujourd'hui, ce qui semble être la solution la plus pragmatique et voire la plus raisonnable pour l'ensemble des parties, c'est de se dire on est tous concernés par cette crise. Autant le locataire, effectivement, qui, lui, va avoir son activité vraiment impactée, voire réduite à néant par des fermetures totales d'établissements, mais également le bailleur qui lui-même est pris entre son locataire qui est dans une difficulté pour payer son loyer et qui lui-même, bailleur, quand c'est un bailleur privé, pas un institutionnel, va souvent être pris en étau entre sa banque et le remboursement de ses échéances bancaires ou ses obligations fiscales, ses charges de copropriété, quand elles ne sont pas prises en charge par le locataire au terme du bail. Donc, il y a un étau financier, y compris pour le bailleur. Et je pense que les solutions les plus pragmatiques, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à se mettre autour d'une table, à négocier les solutions les meilleures qui préservent les intérêts de tous. C'est-à-dire que effectivement, quand on voit qu'il y a des exploitants qui écrivent en masse aux bailleurs en disant bonjour, je ne vais pas payer mon loyer pendant les 3 ou les 6 prochains mois sans autre issue de discussion, sans autre forme de discussion, on peut entendre que les bailleurs soient pour le moins surpris, voire énervés par la démarche. Maintenant, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'immobilier géré. Quand on n'est pas en monopropriété, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul bailleur en face de nous, mais qu'on a une multitude de bailleurs sur une même résidence, puisqu'il y aura autant de bailleurs parfois que de l'autre copropriété, donc de chambres ou d'appartements, le dialogue peut être difficile à mettre en place pour les sociétés d'exploitation. Elles ne doivent pas négocier avec un bailleur, mais parfois avec 20, 30, 40 sur une même résidence. Et avec des bailleurs qui auront des intérêts différents. C'est-à-dire qu'on aura Monsieur Michu qui, lui, aura remboursé son crédit immobilier et qui aura moins de pression financière que Madame Machin qui, elle, viendra d'acheter son lot en deuxième main et qui viendra de contracter son emprunt pour payer son investissement locatif. Donc, aujourd'hui,
aujourd'hui, les bailleurs qui avaient déjà eu la chance de pouvoir se regrouper ou l'occasion de pouvoir se regrouper en association ou avec des avocats dans le cadre de la gestion de leurs actifs, je pense qu'effectivement, ça rendra d'autant plus facile les discussions qui pourront avoir cours avec les locataires pour, là, d'un commun accord et dans le cadre de protocoles, mettre en place les solutions permettant de suspendre, d'annuler, de reporter et de dire comment, en cas de suspension ou de report, comment le loyer qui n'aura pas été payé sur la période de crise sanitaire sera pris en charge par le locataire à l'issue de cette crise sanitaire et au gré de la reprise de l'activité sans que ça soit obérant pour le locataire également. Parce il faut toujours avoir en tête le prisme qui malheureusement peut exister du dépôt de bilan du locataire qui sera d'autant plus douloureux pour les investisseurs puisque là, le bailleur, on lui parle de ne pas payer ou de payer avec difficulté ou avec une demande d'aménagement 1 ou 2 termes de loyer versus s'il y a un dépôt de bilan, là, la menace, c'est de ne plus avoir de loyer du tout. Donc, il faut aussi avoir ça en tête et se dire qu'on est tous dans le même bateau et essayer de mettre en place les solutions les plus sensées pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait ses intérêts sauvegardés. L'immédiat.